Salut amis YouTube! Ces dernières semaines, les discussions ont été plutôt houleuses à l'Assemblée nationale du fait de l'utilisation du 49.3 par la chef du gouvernement. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023. À plusieurs reprises déjà, elle a dégainé cette arme constitutionnelle, suscitant de vives réactions au sein de l'hémicycle. Histoire d'en comprendre les tenants et les aboutissants, Little Mysteries s'est penchée sur ce fameux 49.3 et t'explique tout de son origine aux polémiques qu'il suscite, juste après ça. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. L'article 49, alinéa 3, est un petit passage de la Constitution de la Ve République qui ne passe pas inaperçu tant il marque la différence avec le régime précédent. Avant 1958, date de la rédaction de la Constitution actuelle, la France était soumise à un régime instable et peu autoritaire face aux crises. Bien qu'ayant eu la lourde tâche de devoir reconstruire le pays ravagé par la Seconde Guerre mondiale et de faire face aux demandes d'indépendance de nombreuses colonies, la 4e République ne bénéficiait pas d'un exécutif fort à même de lutter contre la division des partis. L'issue de la guerre d'Algérie mettant particulièrement en difficulté les finances de l'État, le président de la République de l'époque, René Coty, nomma le plus illustre des Français, Charles de Gaulle, à la tête du Conseil des ministres en juin de la même année. Dans le but de renforcer significativement le pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif, Charles de Gaulle proposa alors de fonder une nouvelle République. Une nouvelle constitution fut alors rédigée et acceptée par les Français. À Paris, la 5e République est officiellement née. Parmi tous les articles la composant, l'article 49 alinéa 3. Cet article permet au Premier ministre de suspendre toute discussion autour d'un projet de loi en séance publique et de le considérer comme adopté sans même être soumis au vote. C'est pour dire la force du nouveau régime mis en place. Jusqu'en 2008, le gouvernement pouvait avoir recours au 49.3 aussi souvent qu'il le voulait et sur n'importe quel texte. Depuis la modification apportée sous le mandat de Nicolas Sarkozy, son usage est limité à un projet ou une proposition de loi par session, sauf dans le cas des projets de loi budgétaires, pour lesquels le Premier ministre peut y recourir sans limite. Mais il y a bien un moyen de faire entendre un possible désaccord, nous sommes tout de même en démocratie. Bien entendu, nous ne vivons pas sous une dictature et il y a toujours un recours pour les députés, la motion de censure, dont nous parlerons plus en détail dans la seconde partie. Comme le stipulait Michel Debré, l'un des auteurs de la Constitution, il s'agit d'une disposition quelque peu exceptionnelle pour assurer le vote d'un texte indispensable. Le plus couramment, le gouvernement utilise l'article 49.3 soit parce qu'il faut agir dans l'urgence, soit parce que le vote d'un projet de loi est indispensable à la bonne exécution du programme présidentiel, soit parce que la majorité du gouvernement n'est que relative et qu'il ne peut pas faire passer un projet de loi faute de trouver des alliés. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289, pour l'adoption 218. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Concrètement, comment cela se passe-t-il lorsque le 49.3 est mis en application ? Le Premier ministre annonce devant l'Assemblée nationale qu'il engage la responsabilité de son gouvernement en faisant usage. Dès lors, les débats cessent et le texte est d'emblée considéré comme adopté par l'hémicycle. Comme je te le précisais dans la première partie, les députés peuvent contre-attaquer en déposant une motion de censure. Sous couvert de regrouper les signatures d'un dixième des membres de l'Assemblée nationale, soit 58 actuellement, ils disposent de 24 heures pour montrer leur désaccord au point de pouvoir éventuellement renverser le gouvernement. Une fois la motion de censure déposée, elle est discutée et votée dans les 48 heures.
Si son vote atteint la majorité absolue des députés de l'Assemblée nationale, soit 289 voix, elle est adoptée. Autrement dit, le projet de loi n'est pas validé et le Premier ministre doit déposer sa démission au président de la République. Si au contraire, la majorité absolue n'est pas atteinte, la motion de censure est rejetée et le texte est adopté pour ensuite être transmis au Sénat où il va être à nouveau examiné. Des amendements peuvent alors y être votés ou non. Si amendement il y a, le texte repasse devant les députés et peut ou non faire à nouveau l'objet d'un 49.3. Si aucun amendement n'est voté par les sénateurs, le texte est alors jugé conforme et est définitivement accepté. Tant qu'il y a évolution du projet de loi, il fait des allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est ce que l'on appelle la navette parlementaire. Il peut arriver qu'aucun accord ne soit trouvé au terme de plusieurs échanges entre les deux chambres, et dans ce cas, une commission paritaire est mise en place pour trouver un compromis. Si malgré cela le blocage persiste, c'est le gouvernement qui prend la décision finale et dans les 15 jours qui suivent, le président de la République promulgue la loi. Si la motion de censure est rejetée, la dernière alternative pour le peuple est de se faire entendre dans la rue pour rappeler que c'est lui qui est souverain. Depuis 1958, l'article 49.3 a été utilisé à 96 reprises par 16 des premiers ministres de la Ve République. Si dernièrement, Elisabeth Borne l'a déjà employé à 7 reprises en quelques semaines, tous les premiers ministres de la Ve République n'y ont pas forcément eu recours. Si l'on y regarde de plus près, la gauche l'a bien plus souvent employé que la droite, et avec pas moins de 28 utilisations, le champion en la matière est incontestablement Michel Rocard. Il fit ainsi passer, sous la législature de François Mitterrand, la loi créant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'instauration de la CSG, la réforme hospitalière et bien d'autres lois encore. Ce n'était pas censé être une disposition exceptionnelle ? Si, mais chaque gouvernement y ayant eu recours justifiait l'aspect essentiel du texte qu'il défendait, soit pour la bonne exécution de son programme, soit pour la nécessité du pays. À ce titre donc, il est difficile de parler d'usage abusif de cet outil constitutionnel. D'autant que jamais un gouvernement n'a été renversé suite à l'utilisation d'un 49.3. Par contre, son utilisation trop régulière pourrait en amener plus d'un à s'interroger sur le réel pouvoir du Parlement et sur la réalité du débat démocratique. L'article 49.3 n'a pas une bonne image et nombreuses sont les critiques à son égard. Si le gouvernement qui en fait usage le présente le plus souvent comme un simple outil constitutionnel afin de minimiser son impact, il n'en reste pas moins que les opposants le fustigent au titre qu'il s'agirait d'une arme au service du gouvernement pour passer en force ses projets de loi. Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une manière de freiner, d'empêcher le débat parlementaire. Je proposerais de supprimer purement et simplement le 49.3. Bien entendu, le gouvernement et ses opposants ne voient jamais le 49.3 de la même manière, et force est de constater que lorsqu'un parti, auparavant dans l'opposition, se retrouve au pouvoir et décide de l'utiliser, il change radicalement de position à son sujet. Je tourne ma veste, toujours du bon côté. En soi, l'article 49.3, tel que l'imaginait le général de Gaulle, peut s'avérer être un outil pertinent afin de ne pas bloquer systématiquement l'action du gouvernement et plonger le pays dans l'immobilisme, tel que cela fut le cas sous la 4e République. Néanmoins, il ne doit pas constituer une entrave à la liberté de débattre et donc à la démocratie à travers un usage quelque peu abusif ou précoce de la part d'un gouvernement. Cette vidéo est déjà terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et pour me suivre, clique juste là. À bientôt. Ciao!